swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. On poursuit nos prévus de l'UFC 249. Après Francis Ngannou, who's a piece of shit, on s'intéresse à Dominick Cruz. Bah, bien évidemment, on reprend les mots de Brock Lesnar. Oui, c'est voilà. Francis, oui, parce que avant qu'on attention quand même, on veut rester en vie aussi. Exactement, on s'intéresse à Dominick Cruz contre Henry Cejudo pour la ceinture bantamweight. Messieurs, un combat extrêmement intéressant qui ne fait bien évidemment pas plaisir à tout le monde pour la catégorie bantam. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'intéresse bien évidemment au choix de l'UFC d'organiser ce combat. Alors messieurs, Dominick Cruz qui reste sur une défaite face à un Cody Garbrandt au sommet en décembre 2016, mérite-t-il finalement d'avoir le title shot en remplacement de José Aldo bloqué au Brésil, puisque l'ambassade américaine étant fermée, il ne peut pas recevoir de visa pour combattre à Jacksonville le 9 mai prochain. Mais je crois que c'est surtout une affaire de pas trop le choix, parce que Petr Yan, je pense qu'il est bloqué là où il est. Les autres contenders, ça doit être pareil. Donc en fait, je crois que comme ils peuvent pas mettre des gars comme Sandhagen parce qu'ils sont encore un petit peu verts, bah ils prennent. Et en plus, ils ont du bol. Mais ils peuvent mettre potentiellement, ils auraient pu mettre Aljamain Sterling. Et il était d'accord, Aljamain Sterling, parce que je l'ai trouvé très. Ouais, mais il n'a pas parlé de title shot, donc bon. Mais est-ce que les gens auraient voulu voir Aljamain Sterling ? Mais bon, si on est sur, par contre, revenons sur une base de mérite. Oui, c'est vrai que si c'était le cas, je pense que Sterling le mérite un peu plus, effectivement, parce que ça fait, comme le rappelait Polydomso, 4 ans quand même qu'il n'a pas combattu Dominick Cruz. Et ça vous choque ou pas ? Parce que moi, personnellement, en fait, j'ai ce côté un peu comme quand JSP a grillé la politesse à tout le monde en middleweight, alors qu'il y avait du monde à la place de Bisping qui sortait quand même d'une défense de ceinture contre Dan Henderson, ou comme si là, tu avais JSP qui revenait justement pour affronter Habib en lightweight. Au regard du CV de Dominick Cruz et du fait que, il y a déjà eu, on va en reparler bien évidemment, des longues pauses dans sa carrière, il est toujours revenu au top. Ça me choque pas des masses. Et puis, Rust a soulevé un point très important. Est-ce qu'on a envie de les voir ? Personnellement, Dominick Cruz qui revient contre Cejudo, j'ai envie de voir ce combat. Ah, mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est-à-dire que la question ne se pose pas tellement. Ça commence à être habitué au fait que la question ne se posait pas tellement en termes de mérite sportif. Hein. C'est un peu. C'est une combinaison de facteurs entre l'agenda, la disponibilité des combattants et ce qui peut rapporter le plus de pognon à l'UFC, qui est quand même le facteur le plus important. Il faut pas le nier. Et aussi, ce qui intéresse Polydomso quand même. Tout le monde le sait. Et du coup, Dominick Cruz, évidemment, c'est un nom. Et donc, avec le peu de marge de manœuvre qu'ils ont, c'est peut-être la meilleure solution qu'ils pouvaient trouver, en fait. Maintenant, si tu me demandes est-ce qu'il méritait là, in abstracto, d'avoir le title shot, la réponse est non. Et pareil, José Aldo, la réponse est non. Mais bon, le combat m'intéresse, j'avais envie de le voir. Ce qui est marrant, c'est la succession de 2 title shots. C'est-à-dire, on va remplacer, tu sais, c'est moi fois moins égale plus, tu vois. On va remplacer Aldo par Dominick Cruz. Bon, après, moi, je te dis, le match-up, il fait plaisir. Pris indépendamment de la course au titre, moi, je trouve ça très intéressant et je suis toujours très content de regarder Dominick Cruz combattre. Donc. Ouais. Bah, pareil. Et puis, c'est vrai que, il reste sur la défaite contre Cody, c'est ça ? Ouais. Complètement. Mais après, voilà, c'est une défaite claire et nette, c'est clair. Mais avant ça, il était revenu pour battre TJ Dillashaw, ce qui est quand même pas une mince affaire. Il avait envoyé... Il y avait 9 ans d'invincibilité, hein, tout simplement. Ouais, voilà. Il a envoyé Takeya Mizugaki en 4 minutes, un truc comme ça. Et je crois que pour le comeback. Pour le comeback après 2 ans. Donc, bon, voilà. En tout cas, il a fait une défense de titre contre Ria Faber, mais on a tendance à l'oublier. Ah oui, c'est vrai. Ouais, complètement. Et en plus, c'était Walk in the Park. Ah oui, après, voilà, c'est Faber, mais qui est très bon. Non. Quand même, attendez. Mauvaise réaction. Uriah Faber, qui est quand même une légende, mais comme qui dirait, he's got his number, tu vois, Dominick Cruz. Et donc voilà, il est quand même sur des performances de haut niveau et il a prouvé au moins qu'après un gros temps d'arrêt, il pouvait revenir au plus haut niveau sans aucun problème. Et c'est probablement sur ça que va aussi vendre un petit peu le truc l'UFC, quoi. Complètement. Est-ce qu'on peut être d'accord, messieurs, avant de passer à la suite, que le fameux ring rust concernant Dominick Cruz, ça n'existe pas ? Visiblement.
Ouais, bah, Je viens balayer cet argument-là parce que c'est vrai qu'on l'a vu parce qu'on reçoit pas mal de questions sur Dominique Cruz. C'est est-ce que les gars, vous êtes inquiets d'avoir un Dominique Cruz qui va arriver en étant blessé, enfin, qui après, revient de blessure et tout ça. après, le truc, c'est qu'on peut jamais Oui. savoir à l'avance, mais quand même, l'expérience nous a montré qu'il était capable d'avoir des grosses périodes de trous. Et, en fait, il a jamais combattu très fréquemment, hein, Complètement. depuis qu'il a eu. Enfin, je crois que sur 10 ans, il a combattu 6 ou 7 fois. Il a eu une année 2016 de dingue où il a combattu 3 fois, mais sinon, ouais, c'est vraiment Donc, c'est pas un mec qui a besoin de beaucoup d'activité pour être très performant. Complètement. Et par contre, et c'est là, messieurs, là, petit point que je voulais soulever avec vous, c'est pour Henri Cerudo, où moi, je suis un petit peu inquiet pour le Henri Cerudo qu'on va voir. On sait, il a été opéré à l'épaule après son combat contre Moraes. notre ami Moraes, exactement. Et c'est vrai que physiquement, moi, toutes les photos que j'ai vues, déjà, ça lui fait une longue pause, parce que ça va faire quasiment 1 an d'absence pour lui. C'est une blessure qui fait pas rigoler, parce que concernant ce qu'il fait et son style, quand vous êtes handicapé de l'épaule, bah, vous êtes obligé vraiment de vous arrêter quasiment complètement. Et c'est vrai que pour lui, le grappling et tout, il a dû prendre son temps pour revenir. Les photos, tout ça, de son état de forme jusqu'à récemment, bah, personnellement, moi, j'avais pas l'impression qu'il était au top du top. Et c'est plutôt pour lui où j'ai quelques interrogations sur quel Henri Cerudo on va voir. Parce qu'avant sa blessure, il était vraiment en pleine bourre, hyper actif. Et il y avait ce côté aussi, il combattait en flyweight. Donc on sait que lui, il a besoin de cutter énormément. Donc il est obligé de se maintenir dans un superbe état physique. Là, le fait de se dire, je rends ma ceinture lightweight, je suis en bantam, plus la blessure où je peux être un peu entre guillemets en mode relâche, ça m'inquiète un tout petit peu, même si bon, le mec est un lutteur champion olympique. Bon. Ouais, c'est pour ça. Enfin, en fait, c'est vrai que j'espère pas qu'il a toujours cette blessure, en tout cas qu'il aura handicapé pendant son camp d'entraînement et qu'il aura handicapé au point où vraiment on va le retrouver à 30% hashtag Kamaru. Mais bon, bah, voilà, au moins c'est bon. Et après, c'est vrai qu'il est peut-être un peu pris au piège de ce, comment dire, alors c'est pas qu'un personnage qui s'est créé de n'importe qui, n'importe quand, un peu à la Conor. Je pense qu'il est comme ça. De toute façon, tu ne deviens pas lutteur champion olympique en n'ayant pas un petit peu ce goût du risque et ce goût comment dire, de l'abandon de soi devant la performance. Mais ouais, faut voir comment. Ouais, on saura qu'une fois qu'on l'aura devant nous, c'est vrai. Mais si physiquement l'impression qu'il t'a donné, j'ai pas trop suivi personnellement, mais si l'impression qu'il t'a donné Guillaume, c'est qu'il y avait vraiment ouais, Relâche. relâche, c'est vrai que En fait, c'est ça. Enfin, après, là, pareil, façon Polydomso, parce que pour le coup, on connaît Cerudo, surtout avant qu'il soit champion, on le connaissait vraiment comme un gros bosseur. Et depuis son titre, personnellement, chaque fois qu'on a couvert des événements, il était là pour faire des photos avec les fans. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est mis plus ou moins en mode pause et je profite de ce côté Triple C plutôt que le Cerudo qu'on connaissait qui t'a fait, qui était là à mordre son protège et qui se dit bon bah écoutez les gars, finalement vous me voyez uniquement quand je combats. Et là, il a quand même été surexposé médiatiquement. Il a fait toutes ces vidéos, photos ultra cringe ces derniers temps. Et mine de rien, le fait de le voir à Abu Dhabi, le fait de le voir, enfin, ça use quand même les combattants de combattre à chaque fois. Et quand on regarde, il y a Kamaru Usman qui se permet de faire quelques apparitions comme ça, mais le reste du temps, Kamaru Usman, il bosse à fond. Et Cerudo, j'ai juste cette petite peur-là. Et c'est pour ça que je dis, bon, bah, on sait, il a quand même un sacré CV, donc voilà, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une petite inquiétude de ce côté. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Non, mais Poulet? ça me fait penser, j'ai eu un flash, tu sais, du combat Ronda Rousey-Holly Holm, où Ronda Oui. Rousey, elle était sévèrement en train de prendre l'eau et elle prenait des coups Mm. dans la gueule, et t'as Goldberg qui était genre, it's tiring to be being a rockstar, tu vois. Et tu regardes, il a regardé, il dit, oh, it's tiring getting punched in the face. Et ça m'a fait penser à ça, parce que, effectivement, c'est sûr, pour revenir sur une note plus sérieuse, que c'est un agenda qui est difficile à tenir, de tout le temps voyager, de maintenir une base d'entraînement solide, d'autant que, comme tu l'as dit, c'est un énorme bosseur. Mais ça, encore une fois, avant de savoir quels sont les effets Complètement. de cette vie médiatique sur son entraînement, enfin, on le saura le jour du combat, quoi. Mhm. Mais en fait, maintenant, je préfère qu'on borde tout. Parce que nous tu fais bien. connaissant, on va hyper le truc, on va dire ça va être formidable, ça va être machin.
s'il se passe quelque chose, voilà, les gens ne nous tomberont pas dessus parce que on s'est quand même fait courser 2-3 fois. Voilà. C'est temps de coronavirus, on espère respecter les distances de sécurité, bien messieurs. Alors, ce combat. D'ailleurs, juste, ça me permet de placer. Est-ce que vous avez vu en 2 secondes hein, l'anecdote de Luke Rockhold? Non. Non. Vous n'avez pas vu? Non. En gros, parce que tu parles de on s'est fait courser coronavirus, ce qui est une Oui, blague, hein. Mais par contre, il y en a un pour qui c'est pas une blague, c'est Luke Rockhold. Et en fait, il y a une meuf qui l'a décrit comme en gros une putain de droguée à moitié zombie, tu sais, avec des haillons, et puis qui a couru vers lui en criant, en gros, comme si elle était clairement sous PCP ou j'en sais rien. Et en gros, elle courait vers lui en préparant un molar, c'est ce qu'il raconte. Et en gros, du coup, il était avec son chien, il n'a pas compris. Il lui a mis un high kick. Un front kick. Et apparemment, en gros, il l'a arrêté net et il dit bon, bah, elle est venue dans un sens, elle est repartie dans l'autre, en gros, sur un gros front kick. Et après, il y avait un râle, on l'entendait, et puis moi, je suis parti. Donc, voilà, comme quoi, bon, il y a certaines personnes, en ce temps de confinement, faire la blague du molar, c'est peut-être pas le bon moment, quoi. Bon, alors, messieurs. Tranche de vie chez Luke Rockhold. Donc, le 9 mai prochain, co-main event, titre bantamweight, Cerudo contre notre cher Dominic Cruz. Personnellement, j'ai peur pour Dominic Cruz. On a perdu Rust? Ouais, Rust, Ah. Ouais, non, c'est bon, il est de retour parmi nous. Rust, tout va ouais. bien. Alors, qui s'y colle? Vas-y, je laisse la priorité à Rust, j'ai beaucoup parlé. Ouais, j'ai été complètement décalé par cette espèce d'énorme bandeau qualité médiocre qui est apparu sur mon Skype. Donc la question, c'était, j'imagine, que pensez-vous de... En fait, Guillaume nourrissait des inquiétudes par rapport à Dominic Cruz. Par rapport à son style ou par rapport à par rapport au physique, en fait. Est-ce que c'est le combat, finalement, est-ce que ce sera peut-être la performance, une marche trop haute, quoi. C'est-à-dire quand même revenir 4 ans face à un mec qui est en pleine bourre, qui est dans son prime physique. De ce qu'il a montré lors des derniers combats et du fait, vraiment, moi, pour le coup, les combats, surtout là, ce qui fait que j'ai peur pour Dominic Cruz, c'est la revanche contre Demetrius Johnson et le dernier combat face à Marlon Moraes. Pour en faveur de Cerudo, bien évidemment. Alors après, donc pareil, je me suis fait une petite pelletée, une petite brouettée. Voilà, mais maintenant, j'ose plus utiliser le titre parce que c'est vrai que ça sonne bizarre. C'est un peu comme quand tu veux parler d'un chat femelle à des voisins, t'oses pas le dire, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein, malheureusement, c'est devenu vrai. Mais on sait tous que toi, tu dis that little pussy over there. Non, mais en plus, c'est vraiment de plus en plus gênant parce qu'il y a des personnes âgées que je soupçonne de vouloir justement prononcer ce mot pour mettre les jeunes mal à l'aise parce que ça leur fait une petite distraction de la journée. Vraiment, je le soupçonne. Mais quoi qu'il en soit, alors je sais pas parce que du coup, je me suis fait une petite rebrouettée de combat de Cerudo. Et alors, je vais peut-être me faire cramer au lance-flamme par les fans de Cerudo, mais contre Demetrius Johnson, déjà moi-même son deuxième combat, je le donnais à Demetrius et plutôt clairement à mon sens. Ouais. Wow. Et comment dire, contre Marlon Moraes, il s'est fait bouffer le premier round et après un round et demi grosso modo. Un round et demi et puis après il a mis la pression et puis Moraes a commencé à brawler et puis là c'était terminé. TJ Dillashaw, on peut pas en déduire grand chose. Et du coup, de ce que j'ai vu, j'ai du mal à être impressionné par Cerudo. La seule chose par laquelle je suis impressionné, c'est son mental de champion. Parce que comme on dit souvent, la qualité d'un champion, c'est qu'il réussit à gagner quel que soit, par n'importe quel moyen. Donc ça, énorme respect. Mais maintenant, debout en tout cas déjà, je l'ai jamais vu vraiment dominer qui que ce soit, à part en brawl contre Moraes. Contre Demetrius Johnson, pour moi, il s'est fait dominer dans son combat, même debout, j'ai trouvé. Alors après, me demandez pas pourquoi, mais j'ai regardé que jusqu'au 4e round, je sais pas pourquoi, je me suis arrêté au 4e. Mais jusqu'au 4e, il se faisait vraiment surclasser. Enfin, il était à la ramasse sur les enchaînements de Demetrius Johnson. Il avait du mal
Même avec Moraes, en soi, quand il était en combinaison, Moraes au premier round, il était à la ramasse aussi. Ouais, après c'est vrai. Ouais, et en plus Moraes, bon bah il avait les kicks. Et d'ailleurs, il avait des énormes kicks. Et c'est un truc, il est quand même assez, comment dire, facilement touchable en kick. Alors après, on a vu aussi contre DJ que il attrapait les kicks de façon efficace. Donc ça dépend, il faut avoir le bon timing, les bons setups, que ce soit rapidement fait, mais il est quand même susceptible d'en prendre. Mais là où je veux effectivement en venir, c'est que debout, alors en plus, bon, il a un style absolument unique, Dominic Cruz. Il est capable, comme le répétait justement Polydomso, il a un style qui fait penser un peu à Willie Pep, le boxeur, comme tu disais Polydomso. Il est capable de frapper en bougeant, en fait. C'est-à-dire qu'en bougeant latéralement, il est capable de te toucher, parce qu'en plus, il a une boxe qui est très longue. Et on a vu contre Demetrius Johnson qui bougeait beaucoup latéralement, qui attaquait aussi de façon très rapide. Alors après, Demetrius Johnson, il n'a pas la même manière d'attaquer parce que oui, il trouve des angles différents, mais il reste, quand il attaque, même s'il fait du weaving et qu'il prend des angles, il reste sur relativement une ligne d'attaque. Tandis que Dominic Cruz, quand il attaque, il peut vraiment aller complètement à droite, revenir complètement à gauche. Donc c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête à comprendre, à lire et à choper. Et Dominic Cruz est relativement rapide, quoique ce n'est pas sa qualité première. Mais il est tellement tricky, tellement mobile, tellement léger, aérien et intelligent dans ses déplacements, beaucoup de faux départs, de faux machins. Je pense que debout, il y a une chance qu'il surclasse lui aussi Cerudo. Et du coup, je vais laisser la main à Polydomso parce que pour moi, debout, je pense que on l'a vu, même un mec qui est, parce que Cerudo, bon c'est pas un gros kicker, hein, il se concentre sur son anglaise. Et on a vu contre Cody Garbrandt que Dominic Cruz avait beaucoup de problèmes contre un mec qui, même s'il n'a que l'anglaise, mais Cody Garbrandt, il a une anglaise, il est ultra rapide déjà dans ses mouvements, il a une anglaise qui est super rapide, il est précis, il est très très bon dans le timing. Et je pense que Cerudo n'a pas ça avec son anglaise. Donc debout, je pense que Dominic Cruz a l'avantage. Et en revanche, et je m'arrête là, promis, je pense que Cerudo peut vraiment faire parler sa lutte. Ah oui, ouais, complètement. He's relentless. Qu'est-ce que t'en penses, Paulie ? Ben moi, je suis d'accord, en fait. En fait, je pense que d'un point de vue stylistique, c'est loin d'être le meilleur. Mais la force qu'il a, Cerudo, c'est de rendre les combats sales, en fait. Ouais. Il sait très bien faire ça. Et pas que les combats. Tout ce qui touche, tu es genre. Oh. Mais le truc, c'est que parce que par exemple, moi, je suis pas d'accord en revanche sur un truc. Si vous avez dit, on peut rien en tirer du combat contre TJ Dillashaw. Dans l'absolu, oui, mais comment il a obtenu sa victoire, c'est quand même sur une technique, quoi. Il l'a quand même contré en coup de tête, tu vois, genre. C'est interdit, mais c'est vraiment un headbutt qui a plongé Dillashaw dans le. C'était le coup de départ. Après, c'était très compliqué pour lui de revenir. Et en fait, c'est cette façon qu'il a de rentrer tête la première et avec en plus en backup la lutte qui lui permet d'installer son brawl. Et il fait ça contre tout le monde, quoi. Il fait ça même contre Demetrius Johnson. Alors c'est très difficile quand même de forcer la bagarre contre un mec comme Demetrius Johnson. C'est un mec qui c'est un officier prussien, tu vois, Demetrius Johnson. Tu vois, genre il est réglé comme du papier à musique, quoi. Il y a aucun problème. Tu vois, il te fait 5 rounds, mais genre millimétré. L'image, on passera sur la métaphore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette espèce de rectitude et de discipline, tu vois, genre, tu vois, c'est prussien, voilà. Bref, et pourtant, il a réussi à déclencher la bagarre contre Demetrius Johnson, contre TJ Dillashaw aussi, et contre Moraes, alors qu'il était complètement à la rue en distance, mais vraiment dépassé. Hein. Bah, il a forcé, mais sans aucune finesse finalement, mais il a quand même forcé et dicté sa volonté. Donc c'est quand même super fort ça. Et moi, en fait, je suis d'accord. Si on reste sur un combat à distance, essentiellement debout, parce qu'il est quand même très dur à mettre au sol. L'ami Dominic Cruz, hein, et alors l'y garder, c'est encore plus dur. Donc si ça reste debout et à distance, je suis d'accord que Dominic Cruz peut largement vraiment mais outboxer Cerudo et avoir une confortable avance en points. Mais alors le problème, là où j'ai un peu de mal en revanche, c'est que je pense pas qu'il ait de pouvoir de KO et qu'à mon avis sa seule voie de victoire au combat, c'est une victoire par décision. Et en fait, moi je me dis en fait, comme il est beaucoup de cardio, très bonne lutte,
et qui cherche la bagarre, peu importe ce qu'il arrive, et qu'il arrive très bien à le faire quand même, même quand il le veut, Complètement. il y aura un moment où il va rattraper en fait. Ça va être très difficile pour Dominic Cruz de maintenir en fait le rythme Exactement. tout le temps bouger. Il va pouvoir le faire. Moi, je pense que c'est comme ça que je vois le combat, c'est que il y a 2-3 rounds où il sera vraiment en avance et il y aura vraiment une impression de facilité en fait. Et effectivement, parce que en plus de ça, le problème de Cerudo, c'est il a des attaques linéaires. Alors son striking s'est amélioré depuis qu'il est passé en mode karaté, mais ça reste, je vais dire fondamental, pas basique, mais fondamental. Et il n'y a pas beaucoup de combinaisons avec des attaques circulaires. Il attaque souvent en ligne droite. Et c'est des attaques linéaires. Et donc ça, pour enfermer quelqu'un qui bouge beaucoup latéralement avec des attaques linéaires, c'est très compliqué. Ouais. Et donc du coup, je pense pas qu'il a les outils pour, tu vois, vraiment enfermer Dominic Cruz. Donc c'est pour ça que sur les premiers rounds, Dominic Cruz, ça ira. Mais il y a quand même un moment donné, il va se faire rattraper parce que c'est beaucoup plus difficile de bouger latéralement et de reculer, de combattre en reculant que de simplement avancer sur l'adversaire. Et là, en revanche, ça risque d'être très très difficile pour Dominic Cruz quand il y aura des clinches qui seront répétés, quand il y aura des tentatives d'amener au sol. Chaque tentative d'amener au sol, chaque clinch, même si Dominic Cruz pourra s'en sortir au début, ça va saper ses réserves. Et en fait, il y a un moment donné, et en fait, tu vois, genre Cerudo, il n'arrêtera pas, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait contre Moraes. Il y a un moment donné, il accélère, même s'il n'est pas propre, même s'il prend des coups dans ses entrées. C'est quand même lui, à un moment donné, qui dicte le rythme de la bagarre, en fait. Et en bagarre, il est quand même très très bon, Cerudo. Et c'est pour ça que moi je suis assez inquiet pour Dominic Cruz, c'est que même quelqu'un comme Marlon Moraes, même après un round, il n'a pas réussi à décourager finalement Cerudo. Et donc il y avait ce combat contre Dimitri Johnson où il s'était pas découragé, mais c'était plus une frustration qui pouvait naître de sa part, en sens où tu cherches à chaque fois à l'amener au sol, même quand tu réussis, il se relève à chaque fois. Donc en soi, c'est frustrant, mais tu prends pas des gros dommages. Face à Marlon Moraes, après un round où vraiment il a pris très 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 cher, son coach lui a dit bon bah maintenant faut que tu arrêtes de rester de partir de loin, tu vas rentrer. Et le fait de rentrer, de se prendre les coups qu'il s'est pris et de quand même continuer à mettre la pression et de finir par pour le coup briser mentalement Marlon Moraes, c'est quand même impressionnant. Et là, et c'est pour ça que pour moi, pour Dominic Cruz, c'est terrible, c'est qu'il n'aura pas en plus cette puissance de se dire pendant un round, certes, je pense qu'il pourra le frustrer techniquement et le dépasser et gagner les premiers rounds, mais tu n'auras pas ce côté où physiquement, je pense, à mon avis, faire un impact tel qu'ils se disent ah ouais, non, ça va pas être possible. Et c'est ça que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a un truc qui m'a surpris en revoyant le match contre Moraes, parce que ça m'avait échappé, en fait, je m'en souvenais plus, mais Moraes, physiquement, c'est un gros bantamweight, il est très fort physiquement, et je sais plus si c'est le round 3, à un moment donné, t'as Cerudo qui prend le clinch, et en fait, Moraes n'arrive même pas à sortir de ce truc-là, tu vois, de cette position-là. Donc il y a un grip, à mon avis, le grip de lutteur qui, à mon avis, doit bien faire mal, et il est très puissant, y compris pour cette catégorie-là. Donc en fait, moi, je pense que ça va être un peu un compte à rebours ce combat. En fait, et si Dominic Cruz arrive vraiment à sortir le footwork des enfers et avoir l'endurance qui va avec, il a peut-être une chance, mais je pense que ça va être quand même ultra chaud parce que à chaque accrochage, et il y en aura des accrochages, c'est inévitable, bah, ça va être des PV en moins en fait. Même s'il prendra peut-être pas de coups, tu vois. Mais ça fatiguera et quand il ralentira, quand il commencera à ralentir, c'est le moment où en fait généralement Cerudo tire son épingle du jeu. Et en plus de ça, on parlait tout à l'heure un petit peu de la lutte, et c'est vrai que dans le combat contre Dimitri Johnson, un truc qui m'a vraiment impressionné aussi de la part de Cerudo, on sait que c'est un lutteur olympique, donc tu peux pas faire plus gros calibre que ça, mais il a aussi fait un truc qui m'a impressionné, c'est que non content de mettre Dimitri Johnson au sol plusieurs fois, il y a même, je sais plus quel round c'est, mais il le met au sol et il l'y maintient, mais vraiment efficacement, il l'y maintient. Et c'est vrai, déjà contre un flyweight, c'est pas évident parce que c'est bon, l'effet d'échelle, ils sont extrêmement rapides, vifs, puissants, etc. Et donc, Dimitrius Johnson. Et surtout, un mec aussi technique, en plus d'être explosif, etc., que Demetrius Johnson, il a réussi à le mettre au sol. Et quel que soit ce round que je ne peux plus nommer, c'est uniquement la fin du round qui a fait que Demetrius Johnson a pu repartir ensuite debout. Donc, en lutte, et alors il me semble que c'est contre Garbrandt aussi où Cruz se fait alors je sais plus parce qu'il fait beaucoup de feintes, c'est-à-dire c'est pas du in and out en mode bim 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 bim, c'est bim hop, je change un peu d'angle et je repars. Mais il y a vraiment un espèce de petit temps de latence. Le truc c'est que oui c'est un temps de latence, mais comme il change d'angle et en gros ton cerveau comprend pas, donc c'est pas aussi facile que j'ai le temps, je peux faire un truc, tu vois. Mais
Mais en tout cas, quand ce que tu veux faire, c'est pas du striking, parce que là, de toute façon, tu sauras jamais où est positionné sa tête, son buste est toujours dans des positions de carpe chelou. Mais en revanche, tu peux le choper sur des contres en takedown, et c'est ce qu'a fait Cody Garbrandt, et ça m'a vraiment impressionné. Il y a des moments où il entre, il fait son petit truc, son petit switch, son changement, et boum, il se fait vraiment, savater par Cody Garbrandt. Et ça, Cerudo, il peut l'utiliser, et il peut l'utiliser efficacement, et effectivement, comme vous l'avez dit, même si moi je le trouve moins rapide debout en bantamweight qu'en flyweight, ce qui est un peu normal, effectivement, il est plus pâteau, mais en revanche, au niveau de la puissance qu'il va avoir quand il va mettre Cruz au sol, il y a moyen que ça le choque un peu, je pense. En plus, c'est un game plan qu'il a mis en place, c'est plus ou moins la stratégie qu'il avait contre Demetrius Johnson, de contrer non pas en bras arrière, mais en double leg, quoi. Il y a plusieurs fois où ses entrées, en fait, c'était vraiment les entrées de karaté, en fait, où tu prends un pas en arrière et tu t'envoies le cross, mais en fait, au lieu d'envoyer le cross, il shootait en double, en fait. Et ça, c'est vrai que justement, dans ces moments où Dominick Cruz fait son switch pour repartir, c'est un truc qui peut être exploité. Après, Dominick Cruz, quand même, il est quand même très compliqué à timer quand même. C'est quand même ça complètement. C'est plutôt lui d'ailleurs qui time justement dans ses entrées en tentative de takedown. Mais bon, messieurs, qu'y a-t-il d'autre comme piste pour ce cher Dominick de Dominator Cruz? Moi, je serais intéressé, je pense que d'exploiter en fait vraiment la nouvelle tendance en fait de comment merde, j'ai du mal, de Cerudo en striking. Sa nouvelle tendance, c'est vraiment d'avoir cette position de karaté et d'essayer d'avoir son pied, sa jambe avant à l'extérieur de la jambe avant de l'adversaire. Il switch aussi de garde pour le faire. Et ce serait pas mal d'exploiter ça en fait, parce qu'en fait il attend pour déclencher son contre, en fait, un peu à la manière. La comparaison est elle est un peu large, mais de Machida, quoi. Même parce que c'est pas vraiment son style, mais il a ce style-là, tu vois. C'est pas mal, hein, c'est un renouveau, il s'est recréé avec ça, il faut quand même le souligner. Mais on sent que c'est pas son truc naturel, c'est pas là où il est le meilleur. Il est pas mauvais, mais c'est pas là où il est le meilleur. Là où il est le meilleur, c'est dans les accrochages, ou quand il peut commencer à brûler et tout, ou quand il a justement ce jeu de lutte. Donc en fait, je pense qu'un mec qui a la sophistication de Dominick Cruz peut exploiter ces moments, en fait, ces intervalles finalement où il n'est pas en train de lutter et il n'est pas en clinch et il est sur l'extérieur. Et pour ça, je pense que ce qui serait très bien, c'est de multiplier les feintes. Il faut qu'il le sature de feintes, le Cerudo, pour que justement il désamorce le takedown en contre, il désamorce ses contres du bras arrière. Et la feinte, c'est quand même compliqué à mettre en place parce qu'il faut alterner feinte et frappe décisive. Donc il va falloir qu'il prenne des risques au début pour vraiment chercher à marquer, même s'il tape pas fort, Cerudo debout. Je pense qu'il a la possibilité de le faire parce que Cerudo n'est pas contre prendre certains coups. Mais au lieu après d'essayer de faire ce qu'a fait Moraes, et c'est pour ça que Moraes, à mon avis, s'est fait rattraper, c'est qu'à la fin il faisait plus de feinte et il se disait je peux le frapper, donc vas-y, je le frappe. Et après, en fait, Cerudo il rentrait dedans parce qu'il se disait là il va frapper, donc il attaque. Donc si à l'inverse, Dominick Cruz alterne feinte, frappe décisive, et qu'il a en plus son jeu debout, je pense qu'il pourra gagner beaucoup de temps. Ça va pas lui permettre de gagner, de faire très mal à Cerudo, mais c'est juste que Cerudo va rester un peu sur l'hésitation et il ne cherchera pas à couper la distance comme il le fait parce qu'il dira ah merde, c'est peut-être une feinte, là je vais peut-être m'exposer et tout ça. Et là, Dominick Cruz pourra gagner quelques précieuses secondes qui lui permettront de récupérer pendant ces moments de déplacement où il devra éviter la pression en fait de Cerudo et de ralentir le rythme de combat. Il faut absolument qu'il arrive à ralentir le rythme de combat contre Cerudo. Parce que Cerudo, il peut accélérer tout le temps, quoi. Et c'est son but, c'est de te chercher à tu t'infliges, en fait, tu te frappes toi-même en essayant de l'éviter, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et donc, du coup, je pense que Dominick Cruz doit vraiment, enfin, c'est son boulot. Je le vois pas prendre d'autres stratégies. Un autre truc qui fonctionne bien contre les mecs qui ont une garde de karaté et qui pourrait ne pas être trop risqué par rapport aux amenés en takedown, c'est des high kicks. Mais il en fait pas beaucoup, Dominick Cruz, mais je pense que enchaîner une espèce de son truc de switch et de faire un peu à la façon de Chuck Liddell, tu sais, quand Chuck Liddell il rentrait en switchant et il changeait sa garde et il envoyait le high kick, ça pourrait peut-être marcher contre Dominick Cruz. C'est dangereux, mais c'est moins dangereux que d'envoyer un low kick ou une autre technique de jambe où tu vas te faire choper, en fait. Donc moi, si j'avais un game plan à susurrer à Dominick Cruz, ce serait de faire comme il fait d'habitude, multiplier les feintes et de temps à autre, quand il sait que quand il a réussi à lire en fait le rythme
de Cerudo et qu'il il identifie les moments où Cerudo va rester pour prendre des coups, d'envoyer des high kicks parce que je pense pas qu'il le blessera sur une technique. Et c'est passé quelques fois pour Moraes d'ailleurs. Ah Même ouais. si, bon, il avait touché assez violemment, mais c'était pas suffisant justement pour. Ouais, parce que ça, c'est quand même un problème, c'est que. Oui, enfin, mais c'est ça qui est Il a quand même terrible. une tête énorme. Hein. Ouais, ouais. Il a une tête qui fait la moitié de son corps. Il a une tête qui fait 100 livres de la moitié de son corps, ou je sais plus trop quoi. Ah ouais, non, 100 livres plus la moitié de son poids. Voilà, c'est une énigme que nous a soumise Polydomso. Essayez de trouver quel est le poids de la personne qui fait 100 livres plus la moitié de son poids, c'est ça? Oui, Voilà. c'est ça. Voilà. Et ça n'est pas 150 livres. Donc oui, mais effectivement. Mais voilà, et le problème, c'est que comment te faire respecter d'un mec qui, quel qu'il soit le volume de coups et la dureté des coups qu'il prend, va continuer à avancer quoi qu'il arrive. Non, Pas non, il ne te respecte pas, non. Non, non. Donc, Bon, messieurs, place aux recommandations. Ah bah, pronostic, non? Déjà, non? Peut-être pas? Non, nous mille cons, mon cher Polydomso, nous mille cons. Alors, en reco combat, j'en ai une qui est bon classique, me dirons-nous, c'est-à-dire me dira-t-on, enfin je sais pas comment on dit ça. On me dira que c'est classique, on me dira Me dirons-les. que j'innove pas, mais c'est quand même un truc de ouf. C'est Mark Hunt Race-Fo en K1. Ah oui. Je le dis, tu vois, c'est pour le bien commun. S'il y en a qui ont eu la malchance de passer à côté de ce combat-là, il faut qu'ils le voient. C'est un combat ultra distrayant. C'est Mark Hunt et Race-Fo, quoi, s'il te plaît. Et en plus, le combat, il est ouf. Il y a quand même, pour un marqueur quand même, que le combat est ouf, c'est qu'à un moment donné, tu vois, le public japonais, surtout à l'époque, il est réputé pour pas faire de bruit, pour être ultra respectueux des combats. Et il y a un moment donné dans le combat, bah, les gens comprendront parce que c'est le highlight du combat, quoi, où, bref, Race-Fo et Mark Hunt se font un peu de la provoque et se s'avoinent mutuellement, mais dans une espèce d'esprit genre à toi, à moi, on va voir qui est la plus grande, quoi, tu vois. ouais. Derrière, tu as une espèce de white collar japonais, tu vois, qui est derrière, qui se lève et qui commence à... Ah, tu vois, Mais oui, c'est et ça, je me dis, putain, s'il a réussi à créer ça dans le public japonais, qui est d'habitude très respectueux, très cérémonial, c'est quand même, c'est vous dire, l'engouement qu'a généré ce combat. Donc, combat de ouf. Ouais. Oh là là là. Et Rococulture. Rococulture. Eh Attends. bien, moi, je vous recommande la saison 2 de Kingdom. Voilà. Voilà, d'accord, bah, très bien. Des zombies coréens? Exactement. Ah. C'est pas le truc avec Franck Grillo sur le MMA, j'ai regardé juste le premier Non, épisode. non, il y a la série Kingdom sur le MMA que je n'ai toujours pas regardée. Ouais. On nous l'a conseillé sur la sueur parmi nos auditeurs. Je n'ai toujours pas regardé, mais là, Kingdom, c'est vraiment la série avec les zombies, justement. Elle est mortelle. En Corée, qui est pas mal du tout, franchement. Ah ouais. Et que nous vous recommandons, qui est sur Netflix. Ouais. Donc voilà, la saison 2 est sortie assez récemment, mais c'est vrai que ça n'a jamais été la série la plus bankable, donc c'est un petit peu passé en soum-soum. Seul truc, je ne sais pas du tout s'il y a une saison 3, mais c'est vrai que c'était un peu ça le problème de la saison 1. On vous prévient, si vous voulez vous y mettre maintenant, c'est que la saison 1 se termine en cliffhanger. Voilà, donc il faut que vous ayez quand même de quoi regarder les deux saisons d'un coup. Ouais. Mais elles sont incroyables. C'est la qualité qu'on attend d'un bon film coréen. C'est-à-dire que c'est très très bien réalisé. Les acteurs sont bons, mais en plus, voilà, c'est d'époque, puisque c'est une série où c'est médiéval en fait, mais où tu as des zombies à cette époque-là. Et puis la photographie est magnifique. Oui. Ah bah ouais, là franchement, en plus c'est que du naturel dans les décors, c'est vraiment extraordinaire. Alors par contre, la bande son m'a pas marqué plus que ça, mais en tout cas, voilà, le scénario est super cool, la réal est super cool, l'ambiance, les décors, la photo, donc franchement, vous allez passer un bon moment. Il y a juste de temps en temps, c'est le seul petit bémol, c'est que de temps en temps, ils essayent d'avoir quelques scènes un peu grandioses, façon Game of Thrones, grande invasion, avec le budget d'une kermesse de fin d'année. Donc on a on est un petit peu déçu de ce côté-là, mais sinon pour le reste, franchement, on recommande chaudement. Les CGI dignes d'un épisode de Stargate SG1. Ou du film, comment s'appelle ce film avec Matt Damon? Bah, La Grande Muraille, non, c'est ça? Damon. Ah oui, je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus, j'ai juste vu la bande-annonce. Finement réalisé, tellement bien réalisé qu'on croirait presque un combat du Puy du Fou, tu vois. Non, en plus je dis ça, je suis mauvaise langue. On adore le Puy du Fou, vraiment. Et bah, bon, bah, on peut faire une recoculture quand ça réouvrira, vraiment, si vous n'y avez pas été, allez au Puy du Fou sans déconner. J'y ai été 2 fois dans ma vie et dont une fois il n'y a pas si longtemps. Voilà, le bal des oiseaux. Avec la boule. Ah non, mais.
Et putain, comment on appelle ça, les miniches, les sucettes bizarres là. Bon, bref. Non, si, non, c'est vraiment ça, ça existe vraiment. Mais en tout cas, voilà, vraiment, si vous avez le Puy du Fou, enfin, sans déconner, que vous ayez 7, bon, ça m'étonnerait que vous soyez devant l'écran, mais 7 ou 65 ans, quand vous allez au Colisée du Puy du Fou, regarder une course de char, même si elle est, déjà pré-scénarisée, c'est Ce qui est extraordinaire. dommage quand même. Et puis, ouais, dommage Dommage que qu'il n'y ait plus de chrétiens qui brûlent dans l'arène, merde. mais et il y a aussi donc comment dire, ce qui m'a moi le plus vraiment fait voyager et j'y ai été du coup, je devais avoir 24 ans, un truc comme ça. Vraiment, il y a rien qui vaut le réel. Et c'était le bal des oiseaux fantômes où tu as près de 200, je sais plus combien oiseaux. C'est le reco, hein. Et t'as près de 200 oiseaux de tailles différentes, du gypaète barbu jusqu'au Milan, jusqu'au, je sais pas, au moineau des je sais pas trop quoi, qui à un moment donné volent, qui à un moment donné volent tous ensemble. Et vraiment, c'est extraordinaire. Vous pouvez pas rêver mieux que ce genre de choses. On adore tout ce qui est numérique, les shows, les trucs comme ça, les séries. Il n'y a rien qui vaut ça, de voir un putain d'oiseau de 2 mètres d'envergure qui se pose à côté de toi et qui vole. C'est un truc de ouf. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, je me suis surpris dans mon jardin à rester 2 heures justement à parler à un oiseau cet après-midi, pas plus tard que je plaisante. La solitude du confinement. Non, du coup, c'est pas mal parce que ça me fait penser à une reco et c'est entre Kingdom et le Puy du Fou. Et avec un peu de sadomasochisme, tu vois, genre avec un Bella Danger, oui. Non, voilà, voyons. Non, c'est le film 13 assassins de Takeshi Miike, c'est pour ça que je disais un peu de sadomasochisme. Pour ceux qui connaissent la filmo de Takeshi Miike, très inégale d'ailleurs. La filmo de Takeshi Miike, c'est un peu comme la filmo de Nicolas Cage, quoi. Ouais, exactement, ouais. Bref, et donc non, 13 assassins, c'est pas mal. C'est donc, le titre révèle le scénario, c'est 13. Oui, mais justement, bien préciser que c'est très, donc beaucoup assassins. Parce que si c'est. Non, justement, c'est 13, pardon. Ouais, 13. Parce que si c'était très TRES, ça fait très nom de comédie Danny Boone et ça le fait moins. Donc 13. Ouais, j'avoue, ouais. 13 le nombre, ouais, d'accord. 13 assassins qui doivent liquider une espèce d'ordure. Alors, mention spéciale à l'acteur qui joue la cible de l'assassinat. Franchement, à la fin, t'as vraiment envie qu'il souffre, mais comme aucun être humain a souffert sur cette terre. Il joue vraiment parfaitement bien le fils de pute, donc il faut lui rendre hommage. Donc, mais le film est cool, Et formidable. Franchement, il fait envie là. Il fait envie. Sans transition, shout out to MyProtein, moins 45% avec le code La Sueur. Allez messieurs, à très vite. Au revoir. Et vive le Puy du Fou. Oui. Swear.